Alors bonjour à tous. On est particulièrement content d'accueillir aujourd'hui François Guerne et j'avoue que c'était quand même une session que j'attendais impatiemment. Pour plusieurs raisons, on va être très franc. Déjà le thème, parce que je pense que c'est vraiment le thème idéal pour troller un peu tous les designers en mal de data, mais c'est également aussi parce que François, c'est quelqu'un d'assez particulier et je me suis fait un vrai plaisir à inventer sa bio. Alors, j'ai quand même chopé des choses qui existent pour de vrai, hein, mais j'ai beaucoup brodé quand j'avais des trous dans la raquette. À vous de trouver le vrai du faux. Et puis, François, tu peux rebondir dessus si tu veux, évidemment. Alors, François est né le 14 novembre 1985 dans une charmante bourgade du Finistère. J'ai nommé Montroulaise ou Morlaix en français. Jusque-là, j'ai bon. Je me doutais que c'était à côté de Morlaix, mais bref. Premier garçon d'une fratrie de deux enfants, François a suivi une scolarité sans encombre. Quelques beaux souvenirs d'achat de pain au chocolat à la sortie de l'école, puis rentrant sagement chez lui, en passant tantôt par la fontaine des Carmélites ou le théâtre municipal de Morlaix. Que de souvenirs de jeux et d'éclats de rire avec Rémi dans le kiosque de la place des otages. On a les photos, François. Ça Puis, commence à être flippant en fait. après 3 ans avoir fait le mur, littéralement parce qu'il était au lycée Notre-Dame-du-Mur, dans une section scientifique, l'arrivée du bac le poussa à se pencher sérieusement sur son avenir professionnel. Lui qui voulait devenir tour à tour médecin traiteur, sapeur-pompiste ou maître nageur neurologue, François savait dès le départ qu'il voulait être à la croisée de plusieurs mondes, l'humain et l'innovation. C'est donc tout naturellement qu'en bon breton, il se dirigea à la capitale de la Bretagne, j'ai nommé Rennes, la fac berceau des manifestations étudiantes entre du marxisme juvénile français, Rennes 2. Pour se fondre dans la masse, François n'hésita pas à abandonner les chemises hawaïennes qu'il aimait tant pour adopter le look très en vogue à l'université de Haute-Bretagne à cette époque, les dreadlocks, le sarwell, les cigarettes roulées et le djembé sous le bras. L'histoire ne nous dit pas si sa passion pour l'arboriculture l'a mené jusqu'ici, mais en tout cas, c'est une filiation qu'on a en commun, puisque Guerne, son nom de famille, tire son origine dans l'Aulne, le bois. Ce nous fait un point commun, puisque mon nom de famille fait aussi référence à un arbre. Ouais, ouais, je m'égare Montparnasse. Son petit master 2 en poche, sociologie de l'innovation pour info, François était tellement chaud bouillant qu'il n'était pas question pour lui de s'arrêter là. Il enchaîna donc avec une thèse à Télécom Paris, je nomme modèle d'utilisateur et méthodologie de conception centrée sur l'utilisateur dans la recherche et le développement industriel. Et tant qu'à faire, le mec s'en sort avec la mention, mais pas genre mention, tu sais, quand t'as le bac, tu dis j'ai eu le bac avec mention juste pour dire que t'as mention assez bien. Non, non, lui, il a eu la mention qui claque un peu, quoi. Bon, enfin bref, faut pas trop le chauffer sur la user research, quoi, en gros. Mais le plus énervant, c'est que bon, c'est pas trop un mec qui se la pète, sauf quand il prétend aller dans des clubs de jazz ou à l'opéra. Et ça, c'est vrai, par contre, je l'ai vraiment lu sur ton site. C'est une autre histoire. Fort de cette expérience, couplé à Xeros, Bell Labs et quelques cours chez Strat, hein, François se sentait chaud pour affronter le monde du travail. Pas forcément partant pour une carrière de chercheur, il se lança comme freelance, comme UX stratégiste, notamment pour Unibail Radamco Westfield. Mais une rencontre avec Gérard Larcher, à cette époque président du Sénat, lui ouvrit d'autres opportunités et lui offra l'occasion de devenir digital officer à l'ambassade de France aux États-Unis, à New York City, New York. L'occasion rêvée pour lui de rejoindre enfin son amour d'enfance, Samantha, qu'il avait rencontrée au voyage scolaire lors d'un échange entre son lycée de Morlaix et la High School JFK de New York. Malheureusement, après quelques méfaits, notamment une tentative de revente de camembert de seconde main, l'ambassade décida de l'exfiltrer discrètement en France. Il enchaîna ensuite des postes de stratégiste chez InProcess et un poste de Digital Transformation Manager chez Bangs, mais malheureusement pour lui, ces postes n'étaient pas à la hauteur de ses espérances. Et quand Eurogroup Consulting lui proposa un poste de Digital Transformation Manager, avec un focus sur l'intelligence artificielle, il accepta sans sourciller, la data étant un sujet le passionnant depuis son plus jeune âge. Hélas, entre 2018 et 2020, l'AI passionnait moins les foules qu'aujourd'hui avec Midjourney et ChatGPT. Et notre ami, avide de grands changements, perçut l'opportunité d'exercer ses talents chez Pernod Ricard. L'alignement des planètes se poursuivit. Depuis 2 ans, François a donc la lourde tâche, mais passionnante, d'insuffler du digital, du design, de la mesure dans une industrie qui n'est pas forcément centrée de base sur ce type de sujet. Mise en place d'outils et de culture conjointement, mais je le laisserai s'exprimer sur le sujet. Pour le reste, on peut dire qu'il est plutôt bien tombé chez Pernod Ricard, car je sais de sources sûres que c'est un amateur de gastronomie et notamment des buffets, sans oublier bon vin et spiritueux. Tout ce panorama
pour juste décrire au mieux qui est notre invité aujourd'hui et pourquoi on pouvait rêver mieux comme interlocuteur pour parler du sujet de l'impact du design, de sa mesure, de ses répercussions, de sa mise en place. Mais j'ai tout de suite juste une question avant de commencer. Qu'est-ce que tu es allé foutre à Boulay-Moselle? Boulay-Moselle. Sur Copain d'avant, tu indiquais comme vivant à Boulay-Moselle, hein, qui est une charmante bourgade de l'Est de la France. Et voilà, je me demandais si c'était vrai ou pas vrai. Visiblement, Comme il veut quoi, pas il n'y en a pas que moi parler. qui invente des choses. Je pense que ça doit être un homonyme parce que j'ai jamais été vivre dans l'Est de la France. Donc ça, c'est un homonyme. Merci beaucoup pour cette bio, Eric. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Il y a quelques éléments vrais, quelques éléments faux. Il faudrait déjouer le vrai du faux. En tout cas, c'est intéressant. Sur tous les sujets d'IA dont tu parles, effectivement, c'est un peu un fil rouge de ce que j'ai pu faire depuis 15 ans. Quand j'étais au Bell Labs, déjà, aujourd'hui, on parle beaucoup de ChatGPT, d'innovation, d'IA, etc. Il y a 15 ans, au Bell Labs, on faisait une application pour l'iPad avec des résumés automatiques de texte pour les étudiants. Donc, ils puissent avoir des résumés de chapitres ou bien du texte qu'eux-mêmes se mettent en commentaire, etc. Et donc, en fait, c'est à peu près les mêmes technologies d'IA qui continuent à être utilisées, perfectionnées aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose. Mais ma problématique, c'est comment on met ça à disposition des gens, comment on en tire de la valeur et comment on en fait quelque chose d'utilisable et avec un impact business et donc avec une mesure derrière. D'accord, pour recentrer un peu le sujet, du coup, aujourd'hui, si on doit parler de la mesure, de l'impact, est-ce que tu préfères qu'on se focus sur des aspects plutôt business ou plutôt plus larges qui peuvent aller notamment en termes d'usage, etc. Ou comment tu vois les choses? C'est ton talk avec Axel, donc j'ai envie de dire, c'est un peu comme vous avez envie de le définir. Mais je pense que la question que tu poses, c'est une très bonne question aussi en entreprise. C'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de mesures du design, d'impact du design, mais en fait, on ne se met pas d'accord avec les stakeholders souvent sur quelles sont les mesures et quels sont les impacts qu'on attend. Est-ce qu'on attend des impacts business? Est-ce qu'on attend des impacts donc financiers? Est-ce qu'on attend des impacts en termes de satisfaction d'utilisateurs, des impacts en termes de sociétaux, en termes environnementaux aussi, puisque c'était un commentaire là, sur LinkedIn que je voyais cette semaine. On pourrait très bien se demander quel est l'impact sociétal ou environnemental des applications d'IA que l'on fait et se demander est-ce que, en tant que designer, on veut être responsable d'une application avec de l'IA qui met 2 heures à fournir un résultat, et donc 2 heures d'utilisation des data centers, et donc d'utilisation d'énergie, etc. Donc en fait, il y a toute une chaîne potentielle dans la mesure et dans l'impact. Il faut simplement se mettre d'accord sur quoi on veut parler. Et donc, de quoi voulez-vous parler aujourd'hui? Alors, Selon toi, excuse-moi Axel, je profite juste de Ouais, vas-y. l'occasion pour aussi s'adresser à nos téléspectateurs, pour utiliser un terme très années 80. En tout cas, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure. On prendra le relais pour les poser de votre part à François. Donc, n'hésitez pas. Je te relaisse la parole, Axel. Ouais, carrément. Sur la partie d'impact, lors de nos échanges là, avant de lancer ce live, tu évoquais la partie d'impact essentiellement orientée financier. Qu'est-ce qui a fait que ce sujet était un sujet particulièrement important pour toi, en tout cas de le focaliser sur l'aspect financier, alors qu'on a peut-être plutôt l'habitude, quand on parle d'impact dans le design, d'évoquer l'impact sur la satisfaction utilisateur, sur l'expérience, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu as mis ce focus justement sur l'aspect financier de ton côté? Ça a été quoi la raison? Effectivement, il y a eu un gros switch dans nos réflexions et dans notre travail chez Pernod Ricard sur le management de l'UX sur la partie financière. Il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, on a été très challengé dans le cadre de la transformation numérique pour identifier le bon niveau d'investissement en design par rapport aux produits, projets sur lesquels on travaille. Et donc de se dire, est-ce qu'on investit trop en design ou est-ce qu'on n'investit pas en design? Et ça, une fois qu'on a posé ce constat-là, ou cette question-là, c'est très difficile pour tous les designers. Et là, je serais ravi d'avoir un petit peu vos avis dans le chat là-dessus. Mais a priori, quand on pose cette première question de quel est le bon niveau et comment juger du bon niveau d'investissement en design, c'est très difficile d'avoir une réponse. Et puis j'ai même eu des débats sur le sujet, sur est-ce qu'on peut avoir un niveau d'investissement en design quand on fait un PowerPoint pour le métier et qu'on conçoit les informations du PowerPoint ou du Power BI ou d'une web app. Et comme tous les UX designers le savent, si on n'a pas les informations pour concevoir le contenu d'un PowerPoint, ça peut nous demander beaucoup plus de temps que potentiellement concevoir une web app dont on a déjà tous les éléments. Donc en fait, cette question de la mesure est arrivée à travers ça. Donc comment mesurer notre impact en design? Là, on a voulu
commencer à se dire, pour mesurer notre impact en design, il faut qu'on connaisse l'impact de nos produits. Donc, c'est-à-dire toutes les métriques qu'on va pouvoir mettre dedans. Donc, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs, assez classiquement le nombre d'utilisateurs, le temps passé par utilisateur dedans, etc. Et donc, on commence à pouvoir s'extraire de la satisfaction utilisateur pour parler sur des faits, des mesures, de la réalité tangible. Et la réflexion qu'on a eue encore ces derniers mois, c'est de se dire, parler de satisfaction, c'est bien, mais en effet, c'est pas notre but principal. On a aussi souvent le nombre de clics que l'on fait dans une application. Mais est-ce que nous, designers, on veut être incentivés ou objectivés dans une organisation sur le nombre de clics pour réaliser une tâche? Ce qui est important, si on réduit le nombre de clics, c'est qu'il y ait une performance financière derrière. C'est-à-dire que l'entreprise puisse gagner de l'argent. Une entreprise dans lesquelles on travaille, elles ont un objectif qui est de créer de l'argent pour payer des salaires, pour payer des dividendes et pour réinvestir dans les produits. Donc en fait, si la réduction du nombre de clics ne permet pas à l'entreprise de gagner plus d'argent, il n'y a pas d'intérêt à faire cet investissement en design. Et c'est plutôt logique. Et donc ma réflexion aujourd'hui, l'état de mes réflexions aujourd'hui, c'est de me dire que je ne m'intéresse plus à la satisfaction de l'utilisateur. Je m'intéresse uniquement à la valorisation financière du design et à son impact. C'est-à-dire, quand nos designers travaillent sur un produit, est-ce que la feature sur laquelle ils travaillent vont avoir un impact sur la productivité des utilisateurs, sur l'efficacité du produit, sur l'efficacité de l'équipe au sens large qui délivre le produit, sur l'efficience de l'équipe design. Et donc, on a un KPI qu'on suit beaucoup chez Pernod Ricard, qui est la marge contributive après les dépenses marketing. On l'appelle la CAP chez nous, c'est AAP. Et pour pouvoir se lier aux méthodes de calcul de chez Pernod Ricard, on a identifié dans l'équipe design 4 KPI clés. Le premier, c'est donc la marge contributive sur le nombre d'utilisateurs. Donc en divisant ces ratios-là, on a la productivité des utilisateurs, donc combien un utilisateur permet de générer en marge contributive. On a la CAP sur le temps utilisateur passé dans les outils. Donc on a pour une heure passée par un utilisateur, combien de CAP il génère. Et donc là, on voit l'efficacité et la performance de nos outils lors de l'usage. Mais on ne parle pas de satisfaction, on ne parle pas de flow, on ne parle pas de temps passé, on parle d'argent financier par temps passé. De la même manière, on peut calculer la CAP sur le temps passé par l'équipe projet. Donc, c'est-à-dire qu'on a X personnes qui passent X jours sur le développement du produit. On connaît ce volume de temps. Et donc, on peut savoir si l'équipe a besoin de combien d'heures pour générer 1 million de CAP, par exemple. Et donc, connaître tous. Et donc, le dernier KPI, ça va être la CAP sur les euros investis en design. Et donc là, pareil, on va pouvoir nous dire demain, bah non, on veut investir moins en design. Très bien, donc on pourra potentiellement faire plus du graphic design que de l'UX design. Absolument pas de souci. Et donc là, ça va augmenter la CAP sur le nombre d'euros investis. Le sujet, c'est qu'on ne va pas avoir un KPI qui est véridique et absolu. Je ne sais pas, à titre personnel, quel est le bon ratio pour chacun de ces KPI-là. Mais le sujet, c'est que ça nous permet au sein d'une entreprise d'ouvrir un débat, d'ouvrir une discussion et de pouvoir ensuite prendre des décisions collectives et partager sur la stratégie qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire que demain, si on veut baisser les investissements en design et maximiser la CAP en même temps, très bien. Mais dans ce cas-là, on va pouvoir voir le ratio CAP sur temps passé par les utilisateurs dans les applications. Et il va peut-être soit stagner, soit augmenter. Et donc, dans ce cas-là, la performance de l'outil et l'efficacité de l'outil va baisser. Et donc, en fait, ça nous permet de prendre des décisions collectives et d'aller dans des directions. Et le design parle un langage business dans ces cas-là, de création de valeur et pas de satisfaction utilisateur. Donc, c'est essentiellement, au final, une évaluation dans le temps que tu fais de ces mesures. Exactement. Ok. Vous avez lancé ce sujet quand de commencer à faire ce type de mesures? Parce que j'imagine qu'un des premiers points de difficulté que vous avez eu, mais tu me diras si je me trompe, ça a été le manque de cette historique de valeur. Parce que tant que tu commences à faire cette mesure, tu n'as pas l'information de l'évolution dans le temps. Et donc, du coup, comment s'est passé sur le lancement de cette stratégie de collecte de mesures de ton côté? Alors, c'est un excellent point. Nous, on travaille, la transformation digitale de Pernod Ricard, c'est essentiellement sur des outils internes pour améliorer l'efficacité de nos collaborateurs dans leur prise de décision en marketing, revenu management, sales, etc. Et donc, on est aujourd'hui dans des problématiques internes.
et avec une maturité sur le pilotage et les analytics qui n'est pas la même que sur du B2C ou sur un site e-commerce, c'est relativement déjà assez bien intégré. Donc, quand on a eu ces questionnements sur quel est le bon niveau d'investissement en design, en fait, le deuxième point qu'on a eu, ça a été quelles sont les métriques, où est-ce qu'on peut les trouver et est-ce qu'on peut les mettre en place. Et en fait, de définir ces directions de comment on va piloter le design, les KPI que je vous ai donnés là, par exemple, certains seront peut-être des longs termes. En fait, c'est un objectif qui vont nous permettre maintenant d'aligner un certain nombre d'acteurs pour mettre les bons outils de mesure dans les outils et d'avoir ces éléments pour pouvoir piloter l'activité du design. Donc en effet, c'est un changement de paradigme à la fois au sein de l'équipe design, puisqu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler de cette manière-là, et aussi dans les organisations qui n'ont pas forcément l'habitude de mesurer leur impact de cette manière-là. Aujourd'hui, vous êtes parti du fait que vous avez cette marge contributive. Quel conseil tu donnerais aux entreprises qui n'ont pas encore cette mesure-là, aux organisations de design qui n'ont pas d'indicateurs macro comme ça sur lesquels s'appuyer? Tu conseillerais de partir sur quoi pour justement commencer à mesurer un impact un peu plus financier de l'activité? Nous, effectivement, c'est la CAP qui est essentiellement qui est pilotée au sein de la transformation digitale et on a la CAP générée par chacun des outils de la transfo en cumulé et puis en détaillé par outil. Après, toutes les entreprises vont piloter soit leur CA, soit leur profit, soit leurs bénéfices. Et donc, en fait, ça dépend du KPI qui est regardé par les stakeholders et il faut s'aligner sur leur KPI et sur ce qu'ils regardent déjà. Il ne faut pas essayer de réinventer des KPI business ou d'essayer de trouver des nouvelles manières de calculer un profit ou de ce genre de choses. Il faut simplement s'aligner et utiliser le même langage. Nous, au niveau du marketing, c'est la CAP qui est utilisée. C'est de cette manière-là qu'on pilote le bénéfice de la transformation digitale. Et bien, c'est de cette manière-là que le design doit aussi être piloté. Comment tu t'y prends? Parce que tu as un double chantier d'acculturation. Tu as parlé de changement de paradigme. Mais comment tu arrives à accompagner justement tes designers à avoir ce mindset? C'est pas Euh, forcément très naturel, quelque part, chez les designers. c'est vrai que c'est un sujet qui est autant au sein de l'équipe design qu'au sein de l'organisation. Au sein de l'équipe design, on a notre équipe du UX Researcher qui est mobilisée sur l'accompagnement des produits pour l'identification et la mise en place des métriques. Et donc ça, on a recruté un product data analyst qui est en charge de la mise en place de ces dashboards-là. Et les product owners sont très en attente d'avoir ces informations-là, aussi pour piloter leur activité et que ça leur promène le travail. Donc en fait, on a trouvé cette voie-là pour la mise en place avec le product data analyst. Et côté designer, la manière de piloter en miroir, c'est par le staffing et pouvoir savoir sur quel feature les designers ont passé combien de temps. Et donc, en fait, c'est un tracking très fin. Mais en effet, c'est une logique qui n'est pas forcément habituelle dans les équipes design, en tout cas de mesurer son impact et de suivre son travail, puisqu'il y a quand même une volonté de pouvoir être sur de la créativité, de la liberté créative et donc pas forcément de la mesure permanente. Et c'est pour ça que je pense que les équipes de design ops, au-delà de la gestion des outils, au-delà de la mise en place des process, une de leurs fonctions premières, c'est d'être sur le pilotage du staffing et la mesure de l'impact. Et là, on est presque sur des profils qui sont des business consultants de grands groupes de conseil assez traditionnels et qui vont être focalisés sur cette gestion-là. D'accord. Et du coup, dans le même ordre d'idée, comment tu peux réussir à avoir ce focus-là très orienté impact, business, etc., avec des thématiques comme l'innovation, le droit à l'erreur, la prise de risque, etc. Parce que du coup, si tu mesures vraiment de façon très fine, est-ce que ça laisse de la place pour ça? Bah, c'est une excellente question. Après, Merci. si tu reprends le sujet tout à l'heure de la CAP, donc c'est-à-dire la marge contributive sur le temps utilisateur passé. Et aujourd'hui, on a envie de nourrir une roadmap et de faire évoluer un produit, mais on ne sait pas comment. Donc on a besoin de faire une discovery, désolé pour le bruit, on a besoin de faire une discovery, on a besoin de faire peut-être de l'innovation sur ce produit-là. Et donc en fait, la question c'est combien tu vas vouloir investir pour réduire le temps passé par tes utilisateurs ou augmenter ta base de ton nombre d'utilisateurs. Donc pour moi, ce n'est pas incompatible et ça permet simplement de mesurer ton investissement. Si ton temps passé par utilisateur sur ton application te convient, disons qu'ils ont besoin de 150 heures pour générer 1 million, mais que ça te convient,
en termes de ROI derrière et de temps passé par tes collaborateurs. Et ben, tu n'as pas besoin d'investir du design pour réduire ce temps-là, si ça te convient. Ça ne servirait pas à grand-chose. C'est peut-être painful pour des gens, certes, mais si l'entreprise est confort avec ces ratios-là, il n'y a pas de sujet. Et donc, en fait, ça te permet de mettre des stratégies en place. Et ou au contraire, si on dit ta user base, ton nombre d'utilisateurs, tu veux le multiplier par 2 en 6 mois, bah là, peut-être que justement, en innovation, il va falloir sacrément investir avec une équipe assez costaud massivement pendant les 2-3 premiers mois pour avoir des informations importantes pour pouvoir augmenter cette base d'utilisateurs assez rapidement. Et depuis que tu mets en place cette démarche, qu'est-ce qui a changé dans l'approche que l'organisation a là par rapport au design? T'as vu un changement? Vous êtes considéré différemment? T'as l'impression de mieux parler avec les stakeholders? Bah, déjà, on est toujours dans le process de le mettre en place. Donc, ça montre que c'est un chantier qui prend du temps à mettre en place dans les organisations pour acculturer les différentes personnes en interne, pour convaincre, pour mobiliser, et puis ensuite, techniquement, pour arriver à mettre en place tous les indicateurs dans nos 4-5 produits sur lesquels on travaille et constituer une base de données. Ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est pas quelque chose qui était fait avant. Et puis, par contre, dans le discours que ça permet d'avoir, c'est que ça permet de s'extraire de le design travaille toujours pour de la surqualité, et puis de toute façon, on n'est pas Google, on n'a pas besoin de faire une expérience géniale. Et ben, on est complètement aligné avec ça. On n'est pas là pour faire la meilleure expérience du monde. On n'est pas là pour satisfaire nos utilisateurs. On est là pour faire du design fonctionnel avec de l'impact. Et donc, en fait, on change de rationnel de discussion pour parler investissement financier, pour parler impact de nos produits. Et donc ça, c'est un très, très grand changement. Et ça permet justement de convaincre sur l'intérêt des features éventuelles et de sortir du côté café du commerce il faut faire une discovery de 2 mois, non, on a un planning de 2 semaines, comment on fait, etc. Bah, très bien, on a un planning de 2 semaines, mais dans ce cas-là, l'impact derrière de nos produits ne pourra pas être une croissance comme estimé au préalable, quoi. Là, ça permet de repositionner la discussion. T'as réussi à démontrer des impacts positifs ou est-ce que tu as pour objectif, ce que tu disais, c'est essentiellement à le mettre en place, de montrer des impacts positifs en fonction du coup de l'effort que tu vas décider de mettre, le nombre de designers que tu vas décider de mettre en fonction des sujets, etc. Tu t'es donné des objectifs là-dessus. Tu le planifies comment dans l'année, par exemple quand tu vas travailler ton budget, quand tu vas travailler ton staffing. Tu le fais en fonction du coup de cet impact que tu penses générer sur les sujets. Exactement. Mais encore une fois, ces KPI-là ont vocation à nous donner une direction et à nous permettre de prendre des décisions collectives. Et à aucun moment, c'est une mesure fine, parce que la question de départ, n'oubliez pas, c'était comment identifier le bon niveau d'investissement en design. Encore une fois, il n'y a pas de valeur absolue de qu'est-ce que c'est que le bon niveau d'investissement en design. Il y a seulement comme tu le dis, des décisions financières qui peuvent être prises sur quel est notre objectif en termes de nombre d'utilisateurs sur tel produit. Est-ce qu'on veut augmenter le nombre d'utilisateurs et donc dans ce cas-là avoir un ratio de cap sur nombre d'utilisateurs différents. Et donc dans ce cas-là, si on se met d'accord sur ça, sur ce que doit générer en cap un utilisateur, eh bien, on peut décider du staffing, comme tu le dis, et du planning et du reste des investissements. Mais c'est moins sur cette planification annuelle que au cours des projets, d'être capable de mobiliser le bon nombre de personnes sur un bon planning. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que les designers qui nous écoutent ont aussi souvent ce sujet-là. C'est comment parfois convaincre un sponsor, un stakeholder ou un product owner qu'il faut faire une discovery de X temps parce qu'il manque d'informations, parce que comment on peut changer et impacter un planning qui est déjà assez figé sur les releases des features, etc. Et ben là, ça permet justement de s'accorder sur un objectif commun. Et donc de se dire, bah, on n'a que 2 semaines, donc en fait, notre KPI, il ne va pas bouger beaucoup, et puis on se donne pas, on veut pas un changement de l'ordre de 50% dans 3 semaines, quoi. Est-ce que ça revient au final, l'ensemble de tes mesures d'impact, à faire un ratio entre une mesure de design un peu classique, le nombre d'utilisateurs, le temps passé, etc., et de faire ce ratio entre cette valeur et une valeur financière qui est celle du CA ou de la marge contributive, en fait. Tout à Et fait. donc, plutôt que de parler de la valeur de design, enfin de cette mesure de design un peu classique et de parler du temps passé par les utilisateurs, tu viens parler tu rajoutes une valeur financière dans cette mesure, quoi, avec un ratio. Exactement. Ok. Et ça revient au sujet que je mentionnais au début. Tout dépend en fait des objectifs que se fixe l'entreprise et qu'elle mesure. S'il y a des entreprises tech qui sont très très acculturées à tout ce qui est user centricity et que pour elles la satisfaction de leurs utilisateurs
est de toute façon une métrique importante, eh bien, ça peut être mesuré de cette manière-là. Mais dans d'autres types d'entreprises qui sont plus alignées sur la valeur financière et le cash qui est généré, dans ce cas-là, je pense que c'est du bénéfice du design d'être en mesure de parler ce langage financier et pas forcément uniquement sur la qualité du delivery, la satisfaction des utilisateurs, etc. Même si, qu'on soit d'accord, hein, à titre personnel, je suis convaincu que si les utilisateurs sont satisfaits, le produit est performant et l'entreprise trouvera toujours une manière de valoriser financièrement en captant une part du marché sur cet outil-là. Mais au sein de l'entreprise, parfois, le discours financier est plus audible que le discours sur la satisfaction des utilisateurs ou des consommateurs. Et du coup, est-ce que tu as poussé le vice en utilisant comme mesure de design classique une mesure de satisfaction et de l'associer avec un ratio financier, justement pour prouver ce que tu es en train de dire, qui est que si la satisfaction augmente, l'aspect financier augmente? Eh ben sur le petit carnet où j'ai pris des notes pour aujourd'hui, j'ai 3 pages avant une réflexion sur ce sujet-là. Par exemple, ça peut être sur un CSAT ou sur un NPS. Comment se dire qu'à terme, on décide d'investir X euros pour augmenter la SAT de X et que ça donnera un impact financier de Y. Ce serait l'idéal. Après, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le calcul qui me permette de le faire, mais c'est l'objectif. Un petit élément à rajouter juste en conclusion, c'est pour avoir pas mal discuté dans des groupes de travail dans lesquels on s'est croisé d'ailleurs avec Eric. Je pense à titre personnel qu'il nous manque dans le monde du design aujourd'hui un framework partagé sur les effets indirects du design. Et quand je dis effet indirect, c'est en termes, encore une fois, de valorisation financière. C'est qu'aujourd'hui, on parle toujours de la qualité de nos expériences, de la fluidité, de l'ergonomie, de la satisfaction des utilisateurs, qui sont des choses assez intangibles. Mais derrière, on oublie que des outils complexes au sein d'une entreprise, en tout cas en interne, des outils complexes dans des entreprises, c'est des collaborateurs qui peuvent peut-être être frustrés ou gênés dans leur quotidien. Ça peut être un taux de turnover qui augmente. Ça peut être des coûts de recrutement qui augmentent. Ça peut être des coûts de formation et de communication qui augmentent, etc., etc. Et en fait, il y a un certain nombre d'effets, d'impacts supplémentaires. Et c'est, à mon avis, un mapping qu'on devrait peut-être, un type de framework qu'on devrait partager en France dans les entreprises qui font du design pour avoir le même langage et dire attention, si on intervient sur tel produit, on doit pouvoir, in fine, jouer sur ces coûts-là que vous avez dans l'entreprise. Voilà, Il y c'est a- une bouteille à la mer. Je reprends la question de Sophie de tout à l'heure, qui était si je comprends bien, tes revenus business sont donc liés au temps passé par les utilisateurs sur ton produit. C'est une très bonne question, Sophie. Les revenus business sont en partie. Non, pardon. Les revenus business sont dépendants de deux choses. C'est le périmètre des données qui ont été choisis à la base, hein, puisqu'on est sur des outils avec de l'intelligence artificielle et de la manipulation de données. Donc en gros, si tu prends 3 marques du groupe ou 10 marques du groupe en termes data et que tu les mets dans l'outil, bah, tu n'as pas la même cap qui peut être générée, ta marge contributive. Et tes utilisateurs, au contraire, s'ils passent plus de temps, ils vont pas forcément générer plus de cap. Par contre, tu vas pouvoir voir qu'ils perdent beaucoup de temps à manipuler des données, à comparer des données, à exporter des données, à attendre des résultats de l'algorithme, etc. Et donc, au contraire, plus ils vont passer de temps, moins il va y avoir un outil performant. Mais ils vont pas forcément générer plus de cap, plus de marge. Et donc, toi, à l'heure actuelle, tu es essentiellement sur le calcul, l'impact d'un point de vue business, mais est-ce que tu as des réflexions, tu as ou Pernod Ricard des réflexions sur l'impact environnemental du design, comme tu évoquais un petit peu au début? Bah, l'impact environnemental du design, aujourd'hui, il y a des. Après, ça dépend du périmètre du design. On a eu la discussion avec la RATP une fois, ou l'aéroport de Paris. Les designers de l'aéroport de Paris sont responsables, au sens américain de Countable, des matériaux et de la dissipation énergétique de l'architecture du terminal. Aujourd'hui, les designers dans une entreprise ne sont pas accountable du temps nécessaire en data center pour lancer un algorithme. Et donc, en fait, il y a une séparation aujourd'hui des métiers qui fait que ça va être plutôt les data scientists et les machine learning engineers qui vont être incentivés sur ces problématiques-là. Et donc, en fait, ils vont avoir des objectifs environnementaux là-dessus. Mais nous, en termes de design,
On n'a pas forcément de périmètre ou d'objectif sur cette partie environnementale. Et tu penses qu'on devrait? Je pense que ça rentre dans le cadre du framework des effets indirects, parce que aujourd'hui, dans une application web, ben, il y a les data centers qui vont avoir beaucoup de temps et d'énergie, consommer beaucoup de temps et d'énergie. Mais nous, designers, aujourd'hui, en termes purement UI, est-ce que passer en dark mode, et c'est là où on peut avoir environnementalement le plus d'impact? Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Hmm. Moi, je pense que je vais faire un peu un parallèle, c'est que quand, dès qu'on sort en fait de la mesure de satisfaction, en fait, dans le design, on est dans le flou plus total. C'est une question que j'avais posée notamment par rapport au design system sur le ROI business d'un design system, de la mise en place d'un design system, mais tu peux l'appliquer à des aspects environnementaux aussi. Toutes les mesures par rapport au dark mode, pour revenir là-dessus, tu n'en trouves pas forcément de manière très pragmatique en disant oui, est-ce que c'est un gain si essentiel, si évident dans la consommation énergétique par exemple des smartphones, tu vois, en fonction des technos qui sont utilisés, des écrans. Tu en as certains qui te disent oui, d'autres qui te disent non, etc. En fait, on est dans un flou qui finalement améliore un peu tout le monde. Donc le dark mode, est-ce qu'on est plus dans un effet de mode que réellement un effet de responsabilité écologique? On peut se poser la question. Et tout ça pour dire que bah, en fait, sur la mesure, à part mesure de la satisfaction, ou d'une sorte de NPS ou ce genre d'indicateur, en fait, finalement, c'est très peu embarqué parce que souvent, c'est pas considéré comme dans le scope des designers. Encore une fois, en fonction du degré de maturité du design dans les entreprises. Mais globalement, on mesure tout le reste. Moi qui suis dans une industrie où on mesure plein de choses, on mesure vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais ces choses-là, on les mesure pas forcément comme il faudrait ou on n'est pas perçu comme, en tout cas, les designers ayant un mot à dire là-dessus, Hmm. je pense. Mais des groupes de travail où on a pu être, dès qu'on parle de toute façon d'un sujet, que ce soit l'impact environnemental ou que ce soit la mesure du design, on a tous des degrés de maturité et des manières d'adresser le sujet différents. Et je pense que ça n'aide pas non plus pour la culturation de nos entreprises au design. C'est qu'à chaque fois qu'ils vont avoir un head of design différent, finalement, ils vont avoir un discours qui va être différent. Alors, c'est bien parce que ça permet de tenter des choses, mais ça ne permet pas non plus d'avoir un message clair sur le valeur du design et l'impact du design en France, par exemple. Bien sûr. Si tu fais partie d'une équipe de design où en fait tu participes à la conception, à la réflexion même en amont de la stratégie d'un produit, oui, là tu peux plus facilement peut-être pouvoir mesurer ton impact dans le choix aussi des features, dans la recommandation que tu vas pouvoir vouloir mettre ou de killer certaines features qui sont trop énergivores. Si par contre tu es dans une entreprise qui perçoit le design beaucoup comme de la matérialisation, du maquettage, etc., oui, il y a un impact, mais qui doit être sans doute plus faible, proportionnellement à toute une structure. Donc la question, c'est est-ce que le design doit participer à la stratégie produit? Bien sûr. Est-ce que certaines personnes en doutent autour de cette table, hein, qui se Et lèvent et se prononcent maintenant? on a une question de Zach dans le chat qui est: que pensez-vous de l'impact qu'ont les designers d'interface sur les choix de leurs utilisateurs? Et quels sont les facteurs qui ont le plus d'impact, selon vous? Je suis pas sûr de voir ce que Zach veut dire sur les choix de leurs utilisateurs. À quoi fait-il Moi, je référence? comprends la question avec le fait de le pouvoir en tant que designer tu as Hmm. De sur les driver les gens. exactement, de driver les gens sur les décisions que tes utilisateurs vont prendre et quel est l'impact que les designers ont sur ces décisions-là et quels sont les facteurs en tant que designer qui font que tu as le plus d'impact aujourd'hui dans ton travail. Euh, bah, enfin, pour prendre un exemple d'un produit sur lequel on a participé, mais sans le nommer, euh, quand il y a un produit qui n'est pas adopté par ses utilisateurs, alors qu'il doit permettre de générer justement de la marge contributive sur une fonction de l'entreprise, eh ben, les choix de les utilisateurs, c'est qu'il n'y a pas de choix grâce aux outils. Donc en fait, c'est qu'ils n'utilisent pas les données et les algorithmes et l'IA et les recommandations venant de l'IA.
Et donc, en fait, le designer d'interface a un impact assez énorme pour moi, puisque si le travail est mal fait ou si pour X ou Y raison, il peut y avoir une non-utilisation du produit par les utilisateurs. Et moi, j'avais peut-être une dernière question pour toi avant de terminer ce live. Aujourd'hui, qui est en charge de ces mesures dans ton organisation design? C'est toi? Ce sont des leads? C'est un design ops qui s'en occupe? Aujourd'hui, c'est un peu partagé entre la mise en place des KPI et son identification sur les produits, c'est côté UX Research, pour avoir cette notion d'étude avec les produits. Et plutôt le suivi, le tracking et la valorisation, ça va être côté Design Ops. Ça marche. Eric, tu avais une dernière question? Non, non, non. François, un dernier commentaire, sinon je propose qu'on arrête peut-être le live maintenant. Je sais pas si tu avais un dernier message à faire passer, François. Non, bah, c'était super sympa de vous voir en ce vendredi. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, merci à toi, merci pour le temps que tu as pris. Merci Et, à tout le monde d'être venu écouter ces douces paroles de François. Et je te laisse conclure, Axel. Non, mais c'était très bien. Bonne journée à tous. Excellente fin de semaine à tous. Salut tout le monde. Salut tout le monde.